Podcast tout seul, c'est le numéro 20 et c'est le numéro qui va le plus mal porter son nom. Parce que je suis absolument pas tout seul. J'ai constaté ce week-end que En fait, c'est le deuxième numéro qui a le plus de succès depuis le début. C'est l'avant-dernier épisode. C'est celui où je parle de la bipolarité de mon épouse. Et je vous avais raconté que c'était un peu plus compliqué forcément à la maison en ce moment parce que ça se sentait moins bien. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu moins de podcasts un peu en ce moment. Et la dite épouse a écouté le podcast. Elle dit « Ah, j'ai écouté le podcast, mais en fait, la partie où tu parlais de moi. » Classique, ça. Une photo, il y a 2000 personnes, tu checkes juste si ta face est là et puis le reste. Voilà. Et j'ai dit « Qu'est-ce que t'en as pensé? » Elle dit « En fait, t'as pas vraiment parlé de moi ou de la maladie. » Je fais non, effectivement. J'ai plus raconté certains, juste des extraits de vie, comme j'essaie de faire souvent dans le podcast. Et je sais aussi que tu es assez sensible sur le fait qu'on parle de toi. Tu n'as pas envie d'être médiatisé du tout. Elle dit ouais, mais ça, je trouve que c'est un sujet suffisamment important que mon envie d'être dans l'ombre, en gros, est moins important que le fait de devoir en parler. Et donc, en gros, j'étais un peu déçu de ce que j'avais fait dans le podcast. Et quand j'ai vu que ça avait bien fonctionné, et en plus, c'est celui où le son était le plus naze parce que j'avais pas mon anti-pop, et donc ça a pop, 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 pop tout le long, et j'en suis encore désolé. Et j'ai dit, Chou, veux-tu, toi, venir en parler dans le podcast? Puis elle m'a dit oui. Donc, salut Chou! Salut! Donc, t'as pas aimé ce que j'ai fait en parlant de ta maladie, c'est ça? J'ai pas dit que j'ai pas aimé. Ah non, mais c'était très clair. Quand je t'ai dit, est-ce que t'as écouté? Tu me dis oui. Et alors, fait, ben, t'as pas parlé de moi, en fait. Et c'était la fin de la conversation. J'étais un peu déçue de ce que tu avais à dire sur moi. Non, je plaisante pas du tout. Non, c'est juste que c'était très intéressant, ce que t'as dit, mais c'était une très intéressante introduction. Et j'ai trouvé ça... Excusez-moi, j'essaie juste de récupérer le chien. Voilà, c'est bon. C'est une excellente introduction, mais ça nécessitait une suite, quoi. Je trouve que c'est un sujet dont on parle peu. En plus de ça, ma maladie en particulier, donc la bipolarité, qui est une des conditions dont je souffre, c'est une maladie qui est utilisée... En fait, on utilise le mot bipolarité à tort et à travers pour tout et n'importe quoi, et ça me saoule. Oui, parce que forcément, toi, tu es directement concerné, tu sais ce que ça représente, tu sais par quoi tu as dû passer. Et juste pour faire un... C'est le même principe que quand on dit « Ah, elle, c'est une nympho ». Non. Elle aime le sexe. La nymphomanie, c'est complètement autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est une maladie qui a des particularités, qui ont des symptômes très précis, ce sont des malédictions, enfin, littéralement. Il n'y a aucune nympho qui est contente d'être nymphomane. Non, aucune. On m'avait raconté un jour que c'est plus ou moins comme avoir une démangeaison et jamais être capable de la gratter. C'est ça. C'est un enfer. Ça devient en fait je suis pas une spécialiste, mais je connais un tout petit peu. Mais je vais juste dire ce que je connais. Est-ce que tu passes en mode brouillon? Je vais passer en mode brouillon, exactement. La nymphomanie, c'est notamment une incapacité à atteindre l'orgasme. Okay. Et donc, en fait, comme tu dis, c'est que le désir est là, mais la satisfaction n'arrive jamais. Et la seule comparaison que je pourrais faire quand tu me décris ça, c'est à quoi je pense, c'est... Tu sais, quand t'es à 2 doigts d'éternuer... Et que ça n'arrive pas. Imagine que tu passes ta vie à 2 doigts d'éternuer, mais que tu n'éternues pas. Ça doit être horrible parce qu'à ce moment-là, le sexe est absolument pas un plaisir. Non, c'est pas un plaisir. Et ça doit te faire super chier d'avoir quoi que ce soit qui soit excitant dans la vie. Et tu ne peux pas te contrôler. C'est complètement incontrôlable. C'est ce désir qui te brûle l'intérieur de l'âme. À la moindre occasion, tu fonces parce que tu te dis que peut-être que cette fois, que peut-être que enfin, et que c'est la fin de la torture, et donc tu peux pas te contrôler et tu baises tout ce qui passe. Mais tout ce qui passe, hein, c'est pas... Voilà, c'est n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Ça vient, c'est là, c'est maintenant, quoi. Et il faut que ce soit là, maintenant. Et ça n'a rien de sexuel, et ça n'a rien de sexy. Ça n'a rien de sensuel, c'est... Et de toute façon, n'importe quelle condition qui agit comme un filtre et que tu as de la difficulté à voir la personne derrière parce que la condition, justement, prend trop de place, est quelque chose de difficile. Et ça me permet de revenir au sujet. Je veux juste que tu racontes... Donc, j'ai raconté quelques éléments plic-ploc quand tu l'as su, quoi que ce soit.
là, en ce moment, la situation, c'est que toi, tu as changé de carrière à quelques reprises. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez toi. Un jour, tu étais prof de français, puis après ça, tu as fait non, je préfère faire telle autre chose. Ouais. Et je sais que. Je sais pas toi comment tu l'as vécu, si c'est genre je me suis pas décidé à une carrière, mais moi je trouve ça merveilleux de se dire souvent genre j'ai envie de faire autre chose et il y a beaucoup qui vont s'arrêter là. J'ai envie de voyager, je rêve de faire un truc, j'aimerais changer de carrière. Ouais, mais moi, j'étais responsable de personne d'autre que moi-même, donc il n'y avait pas de conséquences. J'ai été prof, et puis quand j'ai plus eu envie d'être prof, j'ai fait autre chose, parce que de toute façon, il n'y avait pas de conséquences à ça. J'avais juste moi. Il était midi 22 puis tes étudiants étaient dans la classe, ça c'était chiant, mais... Les pauvres. Les pauvres petits étudiants. Et s'il y en a qui un jour entendent ce podcast et qui me reconnaissent et qui savent, voilà, je vous ai tous aimés. C'est pas vrai. Tellement. Non, je les ai tous aimés tellement. J'en ai détesté certains, mais je les aimais quand même. Mais... Moi, j'aime pas trop les gens. Donc non. Mes élèves, vraiment mes élèves, je les ai tous aimés. Parce que j'ai vu certains d'entre eux être des gens merveilleux. Et j'ai vu certains d'entre eux être des grosses merdes et évoluer. Et ça, c'était magique. Et les entendre des clics, ça c'est... On a un petit beagle qui est très mignon, mais qui a des petites griffes. Et on a un seul qui est bruyant. Donc, en ce moment, bipolarité, c'est jamais facile. Il y a plusieurs personnes dans notre entourage, parce que on savait que tu allais moins bien en ce moment, me demandaient un peu c'était quoi les manifestations de la bipolarité, parce que les gens ne savent pas exactement. On sait vaguement que des fois, tu es hyper intense, d'autres fois, tu es hyper triste, on va dire. C'est ça. Mais pour moi... non, des fois que je suis hyper intense dans le positif et parfois dans le négatif. Mais l'intensité, elle est là partout. Oui, effectivement. Et il y avait... Je trouvais que la métaphore qui marchait bien pour moi, c'était ta maladie, c'est un taureau, puis toi, t'es un cow-boy d'expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais sentir quand le taureau devient agité. Oui, je voudrais juste, avant qu'on parle de ça, revenir sur un peu, expliquer ce que c'est. Parce que je pense que beaucoup de gens n'ont aucune idée de ce que c'est. C'est un mot qu'on entend souvent, mais qui est rarement expliqué. Et je suis pas médecin. Je suis pas spécialiste de la bipolarité. C'est juste que je connais la tienne. Je connais la mienne. Exactement, c'est ça. Je connais la mienne. Je connais pas la maladie parfaitement. En gros, ça se traduit, et en tout cas chez moi, par une incapacité à gérer mes émotions correctement au cours d'une journée. Je vais avoir des sauts d'humeur dans la journée. Je vais avoir des moments où je vais me sentir super de bonne humeur et des moments où je vais être complètement down, où ça va être la dépression absolue, au sein même d'une journée. Et s'ajoute à ça les dépressions chroniques. C'est-à-dire que je vais avoir des phases dépressives, plusieurs par année, qui vont passer de quelques jours à quelques semaines, voire les plus intenses ont duré plusieurs mois au cours de ma vie. Donc tu as ces phases de dépression qui sont chroniques, qui vont revenir. Toute ma vie, ces phases vont revenir. C'est comme ça. C'est un cycle inévitable. C'est un cycle inévitable, malheureusement. Tu peux le stabiliser avec les médications et de la thérapie. C'est ça. En fait, la médication va t'aider au niveau vraiment biologique à garder un minimum de contrôle sur ce qui se passe, à ce que la dépression ne vienne pas comme un tsunami submerger. Elle permet de garder le tout petit peu de contrôle qui te permet de faire ta thérapie, qui te permet d'aller travailler sur tes traumatismes, sur les choses psychologiques qui sont les déclencheurs. Oui, parce que c'est une maladie que tu peux avoir mais qui ne se déclenche jamais. Il faut qu'il y ait un environnement qui ait permis à la maladie d'éclore. C'est ça. En fait, c'est une maladie qui est héréditaire. T'as pas besoin d'avoir les deux parents qui l'ont pour l'avoir. Un seul suffit. Moi, j'ai eu les deux. Donc, voilà. Et c'est une maladie donc, tu portes en toi, comme d'autres maladies mentales, comme la schizophrénie, par exemple, que tu portes en toi et qui se déclenche un jour ou qui ne se déclenche jamais. Et les déclencheurs de la bipolarité, c'est un environnement hostile, un environnement traumatisant émotionnellement, et c'est ça, une suite de traumatismes, ou ça peut même être
immense traumatisme, comme un viol, une tentative de meurtre ou d'enlèvement, enfin voilà, des choses ce genre de ce niveau-là de traumatisme, ça peut le déclencher, ou alors si tu vis dans un environnement qui est abusif, qui a été mon cas aussi. Et donc moi ma maladie s'est déclenchée à l'adolescence, elle se déclenche à l'adolescence. Moi je devais avoir... J'ai pas été diagnostiquée tout de suite, hein, donc là on est vraiment sur mes ressentis, il n'y a pas de science là derrière. Je pense qu'elle s'est déclenchée assez tôt, je devais avoir peut-être 12 ou 13 ans. Elle a été diagnostiquée, j'en avais 28. Donc ça fait... Ça fait plusieurs années probablement à te demander... À te demander ce qui se passe. Et moi j'ai une question... En fait, c'est toujours bizarre déjà parce que on vit ensemble, mais c'est vraiment une question que... Moi, je peux dire. Il y a des fois, il y a des questions qui me viennent quand clairement tu es en train de faire une crise, et puis s'il y a une chose que à chaque fois... Genre, ce serait pas le moment. C'est ça. En gros, à chaque fois que tu m'engueules pour quelque chose, la première chose qui me vient en tête, c'est est-ce qu'elle a pris ses médicaments aujourd'hui? Et chose que je dis pas, c'est comme dire à une fille qui t'engueule, est-ce que tu as tes règles? Peut-être que la réponse est oui, mais c'est pas une raison pour le dire à ce moment-là. C'est parce que nous... Je peux répondre pour les deux exemples parce que t'as les deux? Je suis aussi une fille. Donc t'es bipolaire et menstruée? Je suis bipolaire et menstruée. Je crois que ça va être le titre de mon prochain livre d'ailleurs. En fait, c'est ce qui nous met en colère quand quelqu'un fait ça, c'est que vous remettez la responsabilité de l'erreur ou de ce qui se passe sur nous. Alors que vous êtes responsable de ce qui vient de se passer. Par exemple, tu mets le feu à quelque chose sans faire exprès et je m'énerve. Et si la personne qui a mis le feu sans faire exprès me dit « Qu'est-ce que t'as tes règles ?» Oui, ça me tape sur les nerfs parce que ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai mes règles. Ça a à voir avec le fait que t'as mis le feu quelque part. Enfin, tu vois. Oui. Et il y a ce côté un peu, je te rebalance la responsabilité de tout ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une manière de dire c'est pas de ma faute, c'est toi qui es folle. Exactement, et ça c'est un truc qui a tendance à effectivement me rendre un peu folle. Oui, qui n'aide absolument pas la situation. Non. Mais moi souvent, pour préciser, et puis je trouve que c'est important de le dire, ce que tu viens de dire, le fait qu'il y ait quelque chose qui te dérange, c'est une chose, le fait que tu t'énerves, ça c'est pas la faute de l'autre personne, jamais. C'est toi, il y a un irritant, mais après ça, la façon dont tu réagis, tu peux dire, genre, il faudrait pas que tu fasses ça, ou mais tu penses jamais! Regarde dans quel état tu mets, est une des pires phrases. Et c'est ça qui est difficile avec la bipolarité, c'est que celui qui est en face, donc toi, dans cette situation-là, t'as aucun moyen de savoir si je réagis comme ça parce que c'est toi qui as vraiment merdé, ou si c'est parce que c'est la maladie qui parle. Tu veux que je te dise, parce qu'on en a jamais parlé en fait, tu veux que je te dise comment moi je réfléchis? Uh-huh. Je sais que de toute façon, sur le moment, ça donne absolument rien. Et j'ai dit, tu t'énerves, c'est juste que, genre, j'aime pas ton ton si tu me reproches quelque chose. Mais ceci étant dit, j'ai beaucoup d'orgueil et beaucoup d'ego. Donc, voilà. Mais si je me dis, genre, n'écoute pas la manière, écoute le fond. Est-ce que dans le fond, il y a quelque chose qui, effectivement, s'est plus ou moins mal passé? Genre, t'as merdé ou pas? Et la manière, ben, on en reparlera une autre fois. On en reparlera en disant, est-ce que tu peux faire gaffe à ça, ou quand tu me dis ça de telle manière, je suis pas fan, tu vois. Mais je trouve que, parce que ça peut être aussi intéressant si vous connaissez quelqu'un qui est bipolaire, parce qu'on aide les gens qui sont malades. T'as un suivi, mais Et tu n'as aucune idée à quel point tu es merveilleux. Et ça aussi, quand même. Non, mais vraiment, c'est comme accompagnant dans tout ça, tu fais ça avec brio, c'est très impressionnant. Oui, mais parce que j'ai posé plein de questions et que j'ai suivi, je vois aussi une psy et je lui en parle des fois. Je lui en parle parfois parce que c'est une des choses les plus difficiles. Si t'es avec quelqu'un qui a des soucis mentaux, c'est-à-dire une personne sur deux à peu près dans le monde, si on parle de ceux qui sont diagnostiqués et ceux qui ne le sont pas, c'est super difficile de réagir. Alors qu'on sait comment réagir par rapport à quelqu'un qui est bourré, par exemple. Et moi, c'est mon... Au tout début, avec une ancienne copine qui a eu certains problèmes à un moment donné, pour pas me sentir blessé par ce qu'elle pouvait dire, je me dis, OK, vois ça comme l'équivalent de elle est bourrée, t'as deux canals, t'as le canal que t'écoutes, puis t'as le canal que t'as de la compassion, en fait.
Mais après ça, c'est important que le territoire soit délimité. Quand tu t'es fait diagnostiquer, la chose que je t'ai dite, c'est qu'il y a une chose qui me ferait me barrer, c'est pas ta maladie. C'est si tu voyais ça comme une fierté d'arrêter de prendre tes médicaments ou comme un problème de les prendre. Et en plus, vous n'avez pas de bol, les bipolaires, parce que c'est une partie intégrante de la maladie qui est je prends mes médicaments jusqu'à ce que j'aille bien. Quand je vais bien, je suis content d'aller bien. Je me dis que j'ai pas besoin des médicaments. J'arrête de les prendre et tu rechutes. C'est un classique chez les bipolaires. Ça. Et moi, c'était la seule chose. Si j'avais senti qu'il y avait une résistance au fait de prendre des médicaments, je me casse parce que là, c'est pas une vie. C'est comme être avec quelqu'un qui va être bourré toute sa vie, en fait. Tout à fait. Et tu sais pas dire quand il va l'être ou pas. C'est ça. Tu peux absolument rien construire. Donc voilà. Non, tu peux rien construire avec quelqu'un qui est comme ça parce que tu peux rien construire avec quelqu'un qui est pas fiable. Et un bipolaire qui se soigne pas ou qui se soigne mal, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Donc voilà. Donc, tu as eu ton diagnostic. Moi, j'ai parlé de comment moi je l'avais vu. Je voudrais juste qu'on atteste un truc. Je respire bizarrement, je sais pas si ça va s'entendre, mais je respire pas bien. Encore un des cadeaux de la maladie. Depuis 2-3 semaines, avec le confinement, c'est extrêmement difficile pour moi. J'expliquerai en long, en large et en travers pourquoi plus tard, mais ce qui fait que ça a créé énormément d'anxiété, et l'anxiété chez moi se traduit par des difficultés respiratoires. Alors j'ai pas le coronavirus. Oui, c'est ça, quand tu vas faire les courses, les gens te voient faire... C'est ça. Ils paniquent un peu, et en gros ça se traduit par ma cage thoracique refuse de s'ouvrir pour laisser entrer l'air dans mes poumons. Dans ta tête? Dans ma tête, oui, parce que moi je te dans vois... la réalité je vais très bien, mais dans ma tête... Ma cage thoracique refuse de s'ouvrir, et donc de temps en temps, pour pouvoir avoir cette sensation satisfaisante d'avoir respiré, il faut que je... Et là, 1 fois sur 3, ça s'ouvre, 2 fois sur 3, ça s'ouvre pas, et ça augmente l'anxiété. Enfin voilà, c'est très compliqué. J'ai ça depuis l'adolescence dans les grands moments de stress. Ça dure généralement 5, 6, 7 semaines, puis ça finit par passer. Là, ça fait 4, donc il m'en reste 3. C'est bien, parce qu'au début de la conversation, ça faisait 2-3 semaines, et on est déjà à 4, donc c'est... T'as dit 2-3 semaines au début quand on a... J'ai dit 2-3 semaines? Oui. Disons 5-6, quoi. Oh, je sais plus, mais oui, effectivement. Et ça, la difficulté de respirer, c'est la bipolarité ou c'est tes règles? C'est l'anxiété. Oui. C'est l'anxiété, et l'anxiété... La bipolarité est un des facteurs qui cause l'anxiété. Qui cause de l'anxiété. Quand tu as eu ton diagnostic, comment tu l'as pris, toi, de ton angle à toi? Toi, raconte comment tu l'as... C'était fou. Je me souviens très très bien, je me souviendrai toute ma vie. En fait, c'est donc ma psy et mon neurologue qui travaillent main dans la main, on va dire, sur mon cas. Et quand j'ai eu le diagnostic, quand on m'a dit, voilà, tu es bipolaire, c'est ça ta maladie en fait, et c'est ça qu'on va soigner, j'étais tellement soulagée. J'étais tellement soulagée d'avoir enfin la certitude que c'est pas normal. Que c'est pas normal de vivre comme ça. Parce que si c'était normal, il n'y a rien à faire. Si c'est ça, vivre normalement, si c'est comme ça que les gens vivent, moi je voyais pas l'intérêt de vivre comme ça. Et quand on m'a dit non, c'est pas normal, t'as une maladie, et bon, elle est incurable, mais il y a des moyens de faire en sorte qu'on sache vivre heureux en ayant cette maladie-là. Putain, mais le soulagement que ça a été, ça a été fou quand on m'a dit non, on va te donner des médicaments, et tu vas voir que dans 2 semaines déjà... ça va aller vachement mieux déjà, quoi. Et puis ils m'ont donné des médicaments, et 2 semaines après, ça allait vachement mieux. Et ça a été de la folie. Ça a changé ma vie. Moi, j'étais à un stade, honnêtement, je dis pas ça comme ça pour, je sais pas, créer le buzz ou quoi, mais j'étais arrivée à un stade où je ne voyais plus l'intérêt de continuer de vivre. Pas dans le sens où, drame, je veux en finir avec ma vie parce que le monde est comme ça, et le monde est méchant avec moi, et je souffre trop, et blablabla. Non, tu vas arrêter le film parce que le film te fait chier, en fait. Tu vois pas le point de continuer. Moi, je voulais arrêter le film parce qu'honnêtement, le film est pas bon.
le film n'est pas bon. Les points forts du film ne valent pas la peine de subir toutes les mauvaises répliques et toute la mauvaise direction et les mauvais choix de casting. Et, enfin voilà, et, en fait, le film est vraiment tout pourri, mais... C'est pas tant la volonté de mourir que le désir d'arrêter. J'avais envie que cette vie inutile s'arrête, quoi. Je voyais pas l'intérêt de continuer de subir ce genre de souffrance et de frustration pour les petits avantages qu'il y avait une fois de temps en temps. C'était vraiment ça. Et c'était pas violent du tout. C'était pas dans le sens je vais me tuer, machin, et je vais me tirer. C'était un constat mathématique, exactement. C'est un constat mathématique en toute connaissance de choses, après avoir pesé le pour et le contre, vraiment genre sérieusement et calmement, la réponse, c'est non. Ça ne m'intéressait plus. Donc, c'est la psy et le neurologue que tu as rencontré. Et ça, je pense que c'est aussi super important à dire. C'est déjà difficile, encore aujourd'hui, pour plusieurs personnes, d'aller consulter. Et je serais curieux de voir le nombre de personnes qui finissent par... Il faut, honnêtement, c'est pas facile la première fois. Ça prend une solide paire de couilles d'aller consulter. Et statistiquement, il y a peu de chances que la première personne que tu vas aller consulter te convienne. Oui, tout comme statistiquement, il y a peu de chances que le premier mec que tu rencontres dans ta vie soit ton mari que t'aimeras jusqu'à la fin de tes jours. Ça existe. Des gens qui se rencontrent à 14 ans et qui passent leur vie ensemble et qui passent toute leur vie à être fous amoureux de l'un de l'autre. Ça existe. Est-ce que c'est la majorité ? Mais non, clairement pas. Oui, comme il y a certains gagnent au loto, quoi. C'est ça. Non, clairement pas. Tu vas en tester 1, 2, 3, 4... Tout comme tu vas avoir un mec, 2 mecs, 3 mecs, ou meuf, peu importe, aux filles, voilà. Tu vas avoir un chum, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et finalement, celui que tu vas épouser et que tu vas aimer pendant longtemps, peut-être que ce sera ton 8e chum dans ta vie, ou peut-être que ce sera ton 12e, et on n'en sait rien. Et les psys, c'est pareil. Et je crois que le fait de savoir ça avant de démarrer la démarche change énormément de choses, parce que... Je dis, quand on s'est connus, toi, t'en avais déjà vu quelques-uns. J'en avais déjà vu 6-7. Ils te convenaient pas, et quand je te disais « Hey, t'as pas l'air bien », tu irais pas te parler de ça avec quelqu'un qui, genre, dont c'est le métier. Et tu me disais toujours la même chose, tu me disais toujours « Je vois pas ce qu'ils peuvent me dire que je sais pas déjà, je vais leur raconter encore la même histoire, ils vont me dire que l'histoire est triste, ils vont mettre leur tête sur le côté, puis ils vont me dire des choses que je sais déjà. » Au-delà de dire des choses que je sais déjà, c'est que en fait, je suis pas que bipolaire. Donc c'est tout l'intérêt de mon cas est là-dedans, c'est que je suis en train de remettre tous mes choix en... Je suis pas juste bipolaire. J'accumule plusieurs conditions. La bipolarité, c'est une des conditions. J'ai une autre condition qui est le déficit d'attention, qui est, honnêtement, je vais pas vous mentir, vraiment beaucoup moins chiant que la bipolarité, mais c'est quand même pénible. Excusez-moi. Le déficit d'attention, et aussi j'ai la chance, entre guillemets, je sais même pas comment dire ça parce que c'est un truc qui se dit tellement pas et que les gens n'aiment tellement pas entendre que c'est très difficile à dire, mais je suis HP, c'est-à-dire au potentiel, c'est-à-dire que j'ai un cerveau qui fonctionne un peu plus vite que la moyenne. Alors je suis pas Einstein, je suis pas Sheldon Cooper dans Big Bang Theory non plus, j'ai pas une mémoire eidétique, j'ai pas une mémoire photographique, je suis pas un génie des mathématiques, je suis pas quoi que ce soit, c'est pas ça. J'ai une intelligence qui est légèrement supérieure à la moyenne. C'est fou comment ça te fait toujours sonner, quoi qu'il arrive, comme un trou du cul prétentieux. C'est très difficile à dire parce que tu as toujours l'air d'un putain d'arrogant prétentieux qui se la pète. Non, c'est juste vrai. Et honnêtement, c'est pas de chance parce que moi, si je pouvais choisir, je veux pas ça. Il y a plein de façons de devenir plus stupide, ça c'est dit. Évidemment. Ça veut pas dire que je suis à l'abri de la connerie. Je suis zéro à l'abri de la connerie. Je suis juste un petit peu au-dessus. Et j'en ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps et j'essayais de lui expliquer un petit peu justement comment je me sentais et pourquoi c'était difficile mes relations avec les autres à cause de la bipolarité, du TDA, mais surtout de ce qu'on appelle, je sais pas comment on appelle ça au Québec, c'est la douance, mais je trouve ça assez horrible. Je t'écoute, je ne sais pas.
Et donc, j'expliquais que, imaginez que votre cousin, votre voisin, n'importe qui que vous connaissez et qui est légèrement moins intelligent que vous. Pas que vous trouvez totalement stupide non plus, pas débile au point qu'il mange des cailloux, mais con au point que quand vous essayez de lui expliquer que non, il devrait pas lécher les rampes d'escalier, il a du mal à vous comprendre pourquoi en disant que oui mais bon c'est comme ça me fait un bon système immunitaire. Vous voyez, con comme ça. T'as besoin de lui expliquer la fin du sixième sens. Ouais. Genre t'as souvent besoin de lui expliquer les films parce qu'il comprend pas. Genre, tout le monde connaît quelqu'un comme ça, qui comprend jamais rien dans les films et qu'il faut tout le temps lui expliquer. Eh ben, moi, c'est un peu ça. Moi, c'est un peu ça où je vois les choses autour de moi arriver, je vois la vie, j'emmagasine toute une série de connaissances, je les analyse, je les fais ping-ponger dans ma tête les unes contre les autres, voire un petit peu, je les confronte les unes aux autres, etc. Mais à chaque fois que je rentre en relation, en communication avec une personne, entre guillemets dite normale, ben moi, j'ai le même écart entre moi et une personne dite avec un QI moyen qu'entre vous et le gars qui a du mal à comprendre qu'il ne faut pas lécher les rampes d'escalier. En gros. Mais je dis pas ça d'une manière insultante, c'est juste un fait. Et comment tu considères tes skills de communication? Mes skills de communication sont pourris. Justement pour ça, parce que je n'arrive pas à m'adresser aux gens d'une manière à ce que je sois comprise. Je n'arrive pas à m'adapter à la personne avec qui je parle et tout ça est très compliqué. Mes relations personnelles sont très 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 compliquées pour ça. Donc là, on a le portrait. Voilà, c'est pas génial, hein, j'en conviens. C'est juste d'être vraiment honnête et c'est ça. C'est ça. En fait, je rigole parce que j'ai l'impression d'être un bully. C'est le gars qui invite sa femme dans son podcast. Et je devrais en fait arrêter le podcast là. Fait, merci. Maintenant, la prochaine engueulade, tout le monde pourra comprendre que c'est pas moi le problème. Non. Clairement, croyez-moi, on a tous les deux notre lot dans ce couple. J'ai eu ce mot. Oh, il a eu le mot couple. Alors. Ça sonne comme si ta langue avait une gastro dans ton palais. Écoute bien. Non, ne fais pas ça. Superbe. Oui, j'aime pas non plus. Mais je veux dire, un gars qui fait un podcast tout seul, je pense qu'il n'y a pas besoin de convaincre les gens qu'il y a une certaine obsession sur les voix. Non, tout à fait. En général, sur les mots, moi, c'est depuis toujours, j'adore retrouver des voix off, des voix de pub, quel acteur qui traduit, c'est... Voilà, c'est mon trip. Et donc, il y a certains mots, la sonorité de certains mots me fait virer fou. Complètement, c'est ce qui fait que je peux vraiment ne pas aimer quelqu'un à cause de son prénom, parce que la sonorité de son prénom fait en sorte que ça marchera pas. Ça va pas aller. Ouais, je comprends. Et je vais aimer certains prénoms qui ne font aucun sens juste parce que ça sonne super bien. Quelqu'un peut s'appeler, genre, je sais pas, Hoogan Kick. Je fais, ça sonne comme une tonne de briques, faudrait qu'il joue au foot. Et j'associe beaucoup les prénoms au sport. Au métier. Au sport, mais au métier de manière générale. C'est vrai. Et c'est sûr que si tu t'appelles Marie-Soleil de la Lune, je veux dire, j'espère que t'aimes ça la poésie, toi. Parce qu'il y a probablement que ça... Puis, enfin bref, je me suis éloigné tout seul. je me suis piégé. Donc, pour revenir. Donc ça, c'est ta condition. T'arrives malgré tout à faire une vie. Moi, je te dis, c'est là que je mets la métaphore du taureau. C'est-à-dire que maintenant... En fait, on n'a même pas encore expliqué ce que c'était. J'ai juste side-tracké comme une malade, mais... Je pense que ça fait une demi-heure que c'est pas clair. Ça sera jamais. Donc, il y a ce côté-là. Maintenant, tu le connais. Tu connais la maladie. Mm-hmm. Tu sais que tu vas jamais la dompter. C'est pour ça que je trouve que la métaphore du taureau est bonne, parce que tu vas jamais la dompter, mais t'es un cowboy d'expérience. C'est-à-dire que ça fait longtemps que tu rides, tu paniques pas nécessairement, tu vois les choses venir, tu connais les réactions de ta maladie, tu sais... Ben, je commence, ça fait 3 ans, donc oui, je commence à avoir un peu de connaissances, mais on n'y est pas encore. Là. Et même, je dirais, moi, à côté aussi, je peux t'observer maintenant, puis je vais être plus capable de dire, genre, OK, ça s'en va vers ça, il se passe telle chose. Je sens les périodes de dépression venir, je les sens arriver. Quand elles arrivent, je sais que j'y échapperai pas. Ça, je le sais.
Oui, et Ça, c'est un given. c'est un Tu deuil. peux faire ce que tu veux, tu peux danser sur ta tête si tu veux, tu n'y échapperas pas. Après, tu peux l'accepter, l'accueillir, la contrôler le temps qu'elle est là, la dealer, la travailler pour la diminuer, pour qu'elle soit pour avoir un maximum de contrôle dessus et la laisser passer sans qu'elle fasse trop de dégâts. Ça, tu peux faire. Mais l'éviter, tu ne pourras pas l'éviter. Ce que tu peux faire aussi, c'est travailler pour qu'elle soit de plus en plus de courte durée et de faible intensité. Ça, tu peux faire. Affaiblir son intensité et sa durée, ça c'est quelque chose qui se travaille, mais passer à côté, tu passeras pas à côté. Si tu penses ça, tu fais juste retarder le moment où ça te pète dans la gueule. Ouais, c'est tenir le couvercle du chaudron. Sur une marmite qui bouillonne. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est une première chose, ça, déjà, d'avoir... Et c'est encore une fois pour ça que je trouve la métaphore que le cowboy fonctionne bien, c'est que tu sais que le cowboy, il monte sur le taureau, il sait, il va se faire brasser. C'est pas genre, j'espère qu'il fait une sieste en ce moment. Il y a un moment où lui, il est là et il voit le taureau arriver. Là. Il le sait qu'il va falloir qu'il monte. Là. Et c'est inévitable, je le fais, et il y a une espèce de sang-froid là-dedans qui est... Mais il y a une panique au début. Au début, quand on te donne ton diagnostic, on te dit, voilà, t'es dépressif chronique, en fait. Et tu dis genre, donc je vais avoir des périodes de dépression toute ma vie. Et on te dit, oui, tu ne guériras jamais. Ça, il faut l'encaisser. Hein. Savoir que tu vas avoir des périodes, des phases dans ta vie où tu as clairement envie de crever, toute ta vie. Et tu ne peux rien faire pour contrer ça. Tout ce que tu peux faire, c'est apprendre à le gérer encore une fois, mais tu ne peux rien faire pour contrer ça. Il faut l'avaler, celle-là. Hein. Je vais pas te mentir, elle n'est pas facile. Une fois que tu l'as avalée, ça va. Une fois que tu vas te l'avaler, ça va. Et du coup, quand tu vois la phase dépressive arriver, tu dis, bon, on en est là, parfait, il faut se préparer. Là, tu te prépares, tu packes tes affaires. Là, je sais qu'à ce moment-là... Par exemple, si je suis dans une période de ma vie où je travaillais beaucoup, je sais que, ok, je vais réduire un peu mes heures de travail, je vais prendre soin de moi un peu, parce que ce que je vais devoir affronter, ça va être solide, donc je vais réduire un peu mes heures de travail. Donc tu sais préparer un peu le terrain aussi. C'est vraiment genre la tempête arrive, on va endiguer la maison, on va faire des réserves. C'est ça. Exactement. Tu prépares ta maison. Tu sais que tu as une tempête qui arrive et tu prépares ta maison à affronter la tempête. C'est exactement ça. Est-ce que le fait d'en parler en ce moment, c'est angoissant, c'est libérateur, c'est aucun des deux? J'essaie de jauger en fonction de tes respirations. Oh non, mon Dieu, c'est pas du tout représentatif. C'est pas libérateur, et c'est pas angoissant non plus, c'est enthousiasmant. Pourquoi? Parce que j'espère que ce que je vais dire va permettre à d'autres de mieux se sentir par rapport à leurs conditions, va permettre à d'autres de mieux accompagner quelqu'un qui aurait cette maladie-là, ou va peut-être permettre à certaines personnes de se rendre compte qu'en fait, c'est peut-être ça qu'ils ont, et que ça vaut peut-être la peine de chercher par là. Des gens qui s'en seraient peut-être pas aperçus, ou des gens qui vont reconnaître des personnes qu'ils connaissent en disant « Ah, peut-être que c'est ça qu'il ou qu'elle a », et pouvoir peut-être entamer une discussion avec ces personnes, et que d'une manière ou d'une autre, ça puisse améliorer la vie de quelqu'un. Ça, c'est pour ça que ça m'enthousiasme d'en parler. Ok, et t'as dit, ce que je vais dire, j'espère que ça va pouvoir aider. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire sur cette maladie-là, c'est que il faut arrêter de la confondre avec la schizophrénie, déjà. Ce sont deux maladies mentales qui sont complètement différentes. Bipolaire, ça ne veut pas dire deux personnalités. Schizophrénie non plus, ça ne veut pas dire deux personnalités, donc déjà de base. Pas forcément, en tout cas. Mais c'est ça. Quand on dit quelqu'un « Oh, mais elle, c'est une bipolaire », c'est pas parce que quelqu'un a des mood swings, ou des sautes d'humeur, que c'est un bipolaire. C'est pas parce que quelqu'un fait une dépression que c'est un bipolaire. C'est pas parce que quelqu'un a des réactions disproportionnées dans des situations données que c'est un bipolaire. C'est pas ça. C'est pas que ça. Tout ça peuvent être des symptômes de bipolarité, mais tout le monde n'est pas bipolaire, il faut arrêter. La bipolarité aussi se traduit par une chose particulière, qui est que nous, bipolaires, nous ressentons les choses, les émotions, plus fort que les autres.
Alors, à quel point, c'est impossible à dire, parce que je ne sais pas combien tu ressens tes émotions. 4-5 à peu près. Voilà, c'est un truc qui est très difficile à quantifier, mais on se rend compte que est-ce qu'on les ressent plus fort ou est-ce qu'on a une sensibilité beaucoup plus intense? Peu importe, mais la finalité, c'est que quand vous êtes super content pour quelque chose, pour la même chose qui a la même valeur à mes yeux, moi je vais être genre presque sur le point de m'évanouir de bonheur. Je ressens les choses de manière ultra intense. Alors c'est super parce que je ressens les feelings positifs de manière ultra intense. Je pense sincèrement qu'à cause de ma maladie, j'aime plus mon mari que mon mari ne m'aime. À cause? Grâce? Va savoir. Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que c'est vraiment super? Moi, ça me plairait pas d'être si content pour un biscuit, tu vois. Oui, c'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est que d'un côté, c'est cool parce que je suis souvent vraiment contente pour certains trucs. Genre, il y a des trucs qui me mettent en joie vraiment et qui ne mettent en joie que moi parce que moi j'ai ce truc-là. Je m'en fous jamais. Il n'y a jamais rien qui est whatever. Le peu importe chez moi, il n'existe pas vraiment. Ou il est très 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 rare. Pour moi, tout a une importance assez capitale. Parce que, quoi que tu fasses, quoi que tu aies comme choix, comme je ressens très très fort, ça va avoir un impact lourd sur moi, des conséquences lourdes sur moi. Donc je peux pas m'en foutre. Donc, voilà, il y a des choses, il y a du positif, il y a du négatif. Dans les négatifs, c'est aussi que je ressens, évidemment, les émotions négatives très très fort. Donc la tristesse, je la ressens extrêmement fort. La colère, je la ressens extrêmement fort. Souvent, j'ai du mal à la contrôler. Souvent, je la contrôle pas. Souvent, elle sort de moi comme une explosion. Et ça, c'est quand je fais une crise, qu'on appelle faire une crise bipolaire. C'est quand tu perds le contrôle total de tes émotions. Et tu te vois, c'est ça que tu me dis, hein, ce moment-là. Moi, je le sens comme ça. Moi, je le ressens comme ça. Je suis à l'intérieur de mon corps. C'est comme si ma conscience se détachait de mon corps. Et je suis dans mon corps, je suis à l'intérieur. Ma conscience est à l'intérieur et je me vois faire. Je me sens, je me vois, je m'entends parler, mais c'est pas moi qui choisis ce qui se passe. Mais je m'entends, je suis pas loin ou je suis pas dans le brouillard ou quoi. Hein. C'est très clair. Hein. T'es déconnectée, mais t'es présente, on va dire. Je suis déconnectée, mais je suis présente. C'est exactement ça. Et donc, mon corps continue. Et mon corps, il est tellement overwhelmed par toutes ces émotions, il est tellement dépassé que, en fait, il explose. C'est une explosion. Alors, une explosion c'est des hurlements, des cris, des coups. C'est tout ce que vous pouvez imaginer de quelqu'un qui pète un câble et qui met le feu à la baraque. C'est ça. C'est ça, une crise bipolaire. D'où l'importance d'être suivi et soigné. Oui, parce que c'est même pas ça la partie la plus dangereuse de la maladie. J'y reviendrai après. Donc c'est ça, à un moment donné, quand pendant plusieurs semaines, on va dire, t'as senti les effets de la dépression qui commençait à s'installer, qui s'installe, et tu te rends compte que de plus en plus tu perds le contrôle, que tu deviens très irritable, que t'as vraiment les nerfs fleur de peau et que tu t'es au stade où quand tu montes dans le métro et qu'il y a quelqu'un qui s'installe à côté de toi avec la musique un peu fort, tu le regardes en te disant « Ferme ça, connard, tu vois bien que tu déranges tout le monde ». Voilà, tu as des réactions qui sont complètement disproportionnées par rapport aux agressions. Tout est une agression quand t'es comme moi, quand t'es un hypersensible. Les bruits sont des agressions. Mais les visuels sont des agressions, les lumières sont des agressions, les mouvements sont des agressions. Le fait d'envahir ma bulle, c'est quelque chose qui m'est intolérable. Ça me met dans une colère que je contrôle difficilement. Comment tu fais pour savoir quelle partie, désolé de te couper, mais c'est parce que la question, elle est là, quelle partie est la maladie et quelle partie est ta personnalité? C'est-à-dire, si j'étais à ta place, je m'inquiéterais régulièrement d'utiliser la maladie comme
couverture pour pas améliorer ma personnalité. Et j'espère que ça ressemble, ça c'est pas une attaque, là. Non, C'est pas parce comme une attaque, mais de dire comme, est-ce que je suis pas capable d'améliorer ça, il faut que j'en revienne parce que j'aide personne, ou est-ce que je m'en sers parce que c'est bien pratique? En fait, c'est une fausse question. C'est une fausse question dans le sens où, peu importe que ce soit la maladie ou que ce soit ton caractère, Tu dois essayer de le travailler. est-ce que tu veux le changer? Oui, tu peux le changer. Que ce soit dans ton caractère ou que ce soit dans la maladie, si tu travailles bien, tu peux le changer. Donc en fait, ça n'a pas vraiment d'importance de savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre. Ok. Puisque tu as du contrôle sur les deux. C'est juste que c'est un travail, et c'est un travail qui est extrêmement lourd. Et c'est un travail que tout le monde devrait faire. Savoir prendre ta personnalité, te regarder en face une vraie fois dans ta vie, là, sans filtre, sans rien, et voir tout ce qui est beau et tout ce qui est pas beau. Et prendre tout ce qui est beau et essayer de le mettre en valeur, et prendre tout ce qui est pas beau et essayer de le travailler pour le modifier, pour faire de toi la meilleure version possible de toi-même. Moi, c'est comme ça que j'envisage des choses. Peu importe que ça vienne de la maladie ou de ma personnalité. Okay. Et donc, revenons à la maladie. Tu parles des agressions, la difficulté de contrôler les réactions par rapport aux agressions et d'avoir justement des réactions qui peuvent être disproportionnées. C'est ça, tu te rends compte que en fait, c'est ça, la descente dans la dépression, la tristesse qui s'installe, la tristesse et l'amertume qui s'installent. L'amertume? Ouais, t'es amer, t'en veux aux gens. Tu leur en veux de quoi? Tu leur en veux d'être là, tu leur en veux d'exister parfois simplement, tu leur en veux parce qu'eux, ils sont heureux. Tu leur en veux parce que toi, tu vois des choses qu'eux, ils voient pas. Et tu leur en veux pour toutes sortes de choses ridicules et toutes sortes de choses importantes. Mais ça remonte, cette amertume, comme ça. C'est très désagréable. Et donc, t'es là. T'es triste, t'es amer, t'es en colère souvent. T'es fatigué. T'es fucking fatigué. Parce que généralement, quand tu finis par céder à la dépression, ça fait longtemps que tu la tiens. Ça fait longtemps que tu la tiens en laisse et que tu l'empêches de s'élancer, et à un moment donné t'as juste plus de force, et donc tu lâches, et donc là elle vient, elle te submerge et t'as plus de force, donc t'es fatigué, donc t'es en colère, t'es triste, t'es amer, t'es fatigué, et ça ne fait qu'empirer de jour en jour, et tu sais que le prochain jour va être pire que celui-ci, t'es de moins en moins capable de faire des choses, jusqu'au stade où juste te lever le matin de ton sofa, parce que t'es dans ton sofa, parce que t'as plus la force d'aller dans ton lit depuis longtemps, c'est le matin, tu te réveilles de ton sofa, t'es dans le même pyjama que tu portais déjà il y a 5 jours, et quand je parle de pyjama, je parle sous-vêtements inclus, et t'as même pas la force d'aller prendre une douche. Juste l'idée de te lever, de monter l'escalier, de lancer la douche, de te déshabiller, de rentrer dans la douche, d'être tout mouillé. Oui, non mais c'est ça. On en est à ce point-là, d'être tout mouillé, de devoir te frotter activement, te rincer. Alors, si t'as les cheveux longs, laisse tomber, oublie. Sortir de la douche, tout sécher, alors que t'étais déjà sec avant, tu vois. Non mais c'est ça, c'est tout ça. C'est ridicule, mais c'est vraiment ça. Et sur le moment... Juste l'idée de devoir te rhabiller quand t'es encore un peu humide, tu sais, il faut vraiment tirer sur ton pantalon pour qu'il remonte, enfin, tu vois, c'est con, hein. Eh ben, juste ça, cette idée-là, c'est insurmontable. Et c'est vraiment insurmontable. Oui, donc tu le fais pas. Donc tu le fais pas. En fait, t'en arrives à ne plus boire, ni manger, ni te laver, ni faire quoi que ce soit. T'en arrives à ignorer les gens qui vivent dans la même maison que toi parce que juste leur répondre. Pourquoi faire, tu vois? De toute façon, ils te saoulent. Donc généralement, tu passes ton temps dans ton lit, dans ta chambre, tout seul, dans le noir parce que la lumière t'agresse. Et en fait, t'en es là. Et si tu laisses les choses aller, chaque phase dépressive va finir par passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans le noir, dans ton lit, tout seul, à ne rien foutre, à glander, dormir, glander, pleurer beaucoup. Mais en tout cas, ne même pas te lever, aller pisser parce que quelqu'un vient te chercher en disant « Maintenant, il faut que tu ailles pisser, c'est n'importe quoi. » Parce que toi, aller pisser, non, ça fait 2 jours que tu te retiens, t'es plus à ça. Bref, hein. C'est vraiment ça. C'est cette
cette fatigue et cette lassitude-là d'une intensité extrême. Et donc, quand on t'annonce le diagnostic, tout ça, tu l'as déjà vécu. Moi, ça fait 15 ans que je le vis, tout ça. Et on m'annonce un diagnostic et on me dit, voilà, ton diagnostic, on sait ce qu'on t'a, t'étais pas cinglé, mais ça va continuer jusqu'à la fin de tes jours. Waouh. Non, intense. Intense. Jusqu'à ce qu'on te dise, il y a une médication, on va t'aider, tu vas te sentir mieux, on te le promet. Tu le crois ou tu le crois pas quand Au début, je me dis, bah, ils ont trouvé quelque chose que personne n'avait trouvé avant. Ça a l'air de faire du sens. J'ai décidé de leur faire confiance. Je les connaissais aussi. Ils avaient travaillé avec d'autres personnes que je connais, notamment avec toi aussi, mais avec d'autres personnes qu'on connaît. Et ils avaient pas fait des miracles, mais ils avaient très bien travaillé. Et ils avaient permis à des gens que je connaissais de beaucoup évoluer. Donc j'ai décidé de leur faire confiance. J'ai commencé le traitement. Et c'est vrai qu'au bout de... En 2 semaines, j'ai déjà ressenti des effets. Donc le traitement, ça a été des antidépresseurs. L'antidépresseur que moi j'ai, c'est le Cipralex ou Cipralexa en fonction des pays. J'en prends 20 mg par jour. Et du Lambipol, qui est un stabilisateur d'humeur, donc lui qui permet de ne pas avoir de saut d'humeur dans la journée. C'est du court terme, celui-là, c'est ça? Celui-là, c'est sur de court terme. Je le prends, il fonctionne pendant 12 heures. Donc j'en prends le matin et le soir. L'antidépresseur, par contre, il a des effets sur du long terme, sur les longues phases dépressives et sur les longues phases maniques, dont je parlerai juste après. Donc c'est ça, donc on te dit, c'est ça. Tu vas avoir des longues phases de dépression. Tu dis genre, oh, ça c'est bon, je connais. C'est vrai. Et on te dit, tu vas avoir des phases maniques aussi. T'en as déjà eu, mais tu t'en es probablement jamais rendu compte, mais tu vas avoir des phases maniques. Et donc le côté maniaque de la maniaco-dépression, c'est l'inverse. C'est une phase... Donc souvent quand je parle de ça, je parle de phase up et down. Donc down pour la dépression, up pour les maniques. Où en fait, t'es euphorique tout le temps. Tu passes plusieurs jours ou plusieurs semaines. C'est un peu plus court que les phases dépressives, je pense. En tout cas pour moi, c'est un peu plus court. Où tu pètes le feu. Mais genre, sérieux, tu pètes le feu. Quelqu'un te dirait, c'est parce que je te mettais de l'ecstasy dans ton verre d'eau le matin sans que tu t'en rendes compte, tu dirais genre, ah oui, je te crois. Enfin, c'est vraiment, tu es en pleine forme, tout te semble génial, t'aimes tout le monde, tu te réconcilies avec les gens. Tu t'es engueulé avec eux pendant les périodes de dépression. Forcément, donc tu te réconcilies avec eux, tu dis, mais non, je suis désolée, en fait, t'es une personne géniale, je suis vraiment une merde de m'être comportée comme ça avec toi. Non, viens, on avait des projets, on va les lancer. Et là t'es bien, là, ça va bien, t'es fort, tu te sens, t'es de bonne humeur, tu te lèves le matin, t'es comme, ok, let's go. Là, tu te lèves le matin quand t'as dormi, parce que souvent, tu te dis, non, j'ai pas le temps de dormir, j'ai trop de trucs à faire. Enfin, voilà, il faut que je fasse ça, je vais faire ça. Et tu fais plein de plans et plein de projets. Et vous allez vous dire à la maison, probablement, putain, ça a l'air trop chouette. Non. Vraiment pas. C'est le pire, c'est ça. C'est la partie la plus dangereuse de la maladie. Parce que c'est la partie où un matin tu te lèves et tu te dis, mais putain, mais la poterie, les gars, la poterie, c'est l'avenir. Genre, je vais me marier avec la poterie, c'est génial. Et alors, tu vas sur Internet et t'achètes pour 15 000 €, 15 000 $, peu importe si vous êtes en Europe ou au Canada. Je vais acheter pour 15 000 balles de matériel de poterie, puis je lance mon entreprise, puis ça va être un truc de ouf, je vais faire un énorme boom sur le marché de la poterie. Et t'achètes ton matériel, tu t'installes ta pièce à la maison, tu vires ton bureau, tu fais plein de trucs, tu t'installes, t'achètes 45 kilos de terre parce que t'as eu une ristourne, parce que tu l'as acheté en gros, enfin bref, le truc, jusqu'au jour où tu descends du nuage et que tu réalises que t'es endetté, que ton projet tient pas la route, et qu'en fait, t'es pas bon là-dedans parce qu'en fait, tu t'en fous, et que tu viens de dépenser 15 000 €, et que tu viens de les mettre à la poubelle. Et que en faisant ça, t'as solidement entamé le budget de l'année de la famille, et que probablement la famille partira pas en vacances cette année à cause de toi. Par exemple, si t'as des enfants, machin, etc. Ou alors que t'as pris ça sur le budget des études supérieures de tes gosses, ou que tu as fait une deuxième hypothèque sur ta maison,
ou que tu t'es dit putain mais en fait je suis une personne qui cartonne et tout, je suis vraiment pas jugée à ma juste valeur dans ma famille et cette personne-là elle voit vraiment ma juste valeur et tu quittes tout et tu pars avec l'autre. Et quand tu redescends de ton nuage, tu te rends compte que t'as tout quitté, t'as quitté femme et enfant et que tu vis depuis 3 semaines sur l'île de la Réunion avec une nana qui en avait juste après ton fric. Ou avec un mec qui en avait juste après tes seins et ton cul et qui s'en bat les couilles. Et que t'as tout perdu. Et en fait, c'est souvent à ce moment-là, quand les gens redescendent de cette phase manique, qu'ils se rendent compte de tout ce qu'ils ont fait pendant cette période-là. Et de tout le mal qu'ils ont fait sans s'en rendre compte pendant cette période-là. Et le gros danger, c'est le suicide qui arrive à la fin de la phase manique. C'est le gros danger de la maladie, c'est celui-là. OK. Donc ça, c'est le portrait en général. Tu as aussi dressé le portrait des worst case scenarios, parce que tu veux dire, t'as pas acheté à moins qu'il y ait une porte que je connaisse pas dans cette maison. J'ai jamais acheté pour 13 000 $ de matériel de poterie, mais j'ai... T'as déjà eu un psy, par contre, qui t'a expliqué ça? Oui, j'ai eu un psy avec qui j'ai utilisé cette anecdote précise en disant, il y a des fois où je me lance dans des projets ou des trucs et voilà, et je dépense beaucoup d'argent, ou je m'implique dans un truc, ou j'abandonne mon travail pour pouvoir me lancer dans ce projet-là, et en fait, ça mène nulle part, et c'est stupide, et c'est pas réfléchi, et quand je redescends sur Terre quelques semaines plus tard, j'ai fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, et j'arrive pas à m'empêcher de faire ce genre de choses, et je pense que c'est dangereux, ce que ces phases-là, qui normalement, dans les oreilles d'un psy, cette phrase-là, elle est supposée allumer beaucoup de boutons rouges. Ouais. Puis lui, tout ce qu'il m'a répondu, c'est « Ah, vous vous intéressez à la poterie, c'est intéressant. » Là, j'ai compris qu'il fallait que je sorte de cette pièce et que je n'y revienne plus jamais. C'était un des 7 que j'ai vus avant de rencontrer celle avec qui je me sens vraiment bien maintenant. Il y a aussi eu... je me souvenais... Et je me demande si c'était pas pour tes papiers pour le Québec, parce que comme justement t'es bipolaire... Forcément, quand tu veux immigrer, ils te demandent est-ce que tu as des maladies mentales connues, tu peux pas cacher ça, c'est jamais... Tu peux essayer de les cacher, mais si ça sort à un moment donné, tu t'assieds sur ton visa, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, tu dis bipolaire, puis c'est un terme qui, encore aujourd'hui, je crois, fait peur. Si tu dis... oui, quand on dit bipolaire, on s'attend à voir quelqu'un qui s'apprête à mettre le feu à la maison dans la minute d'après. Là. Ouais, c'est ça. Et ça peut. C'est ça. Et c'était une psychiatre, si ma mémoire est bonne, que tu as fait consulter, et tu lui expliquais que tu avais besoin de ça pour... tes papiers pour le Canada, et elle avait pas été genre te montrer des photos de vacances? Alors déjà quand elle a su que je venais d'une certaine ville en Belgique, elle a dit « Ah, mais j'ai eu un ami qui venait de là-bas et machin », et elle a commencé à me montrer des photos de la ville. Que tu connais donc? Que je connais, puisque c'est ma ville, je vis là, enfin voilà. Et donc elle m'a montré des photos, elle dit « Ah ben voilà, et ça, et peut-être que certains vont reconnaître la ville, ah mais ça c'est le pont des Trous, ah mais ça c'est la cathédrale, mais ça... je sais, j'habite là. » Genre littéralement, j'habitais entre le pont des Trous et la cathédrale, je les voyais tous les jours de ma vie. Et voilà, et ça a été très compliqué. Je finis par réussir à lui dire pourquoi je suis là. C'était une des psychiatres qui était homologuée par le gouvernement pour donner les papiers dont j'avais besoin, c'était pas ma psy à moi. Et je lui dis, j'ai besoin d'un papier qui atteste que je ne suis pas un danger, ni pour moi, ni pour les autres. Et alors là, elle me regarde, elle me dit, mais je peux pas faire ça. Je dis, mais comment ça Je dis, mais non, j'ai besoin de mon papier, s'il vous plaît. Même si c'est un mensonge, donnez-le-moi. Et elle dit, ce que je peux faire, c'est te donner un papier qui atteste qu'au moment de notre rencontre, tu n'es pas un danger ni pour toi, ni pour les autres. Elle dit ça, je m'en rends compte et je veux bien attester ça, mais je peux pas faire un papier qui dit que dans 5 mois, tu seras pas un danger pour les autres. Je ne sais pas comment tu vas évoluer dans ta vie, ce qui va t'arriver, donc c'est impossible. Et donc, elle m'a fait ce papier-là, et ça a été suffisant. Mais ça m'a fait penser quand même souvent au fait que, oui, il demande un papier pour s'assurer que je suis pas un danger, mais c'est débile, en fait. Ça mène nulle part, enfin, ça ne sert à rien. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Est-ce que, donc, quand le confinement a commencé, t'as arrêté, donc, t'es de retour à l'école, t'as arrêté l'école, tu te doutais bien que ça allait pas bien se passer? J'étais terrifiée. Comment? Quand on m'a dit le vendredi, à partir de lundi, il n'y a plus d'école, j'ai eu un mouvement de panique. Et comment ça s'est passé, l'évolution, la descente jusqu'à cette semaine?
En plusieurs étapes. Il faut savoir que j'étais déjà pas très bien parce que j'avais fait un voyage euh, en février en Europe euh, qui m'a... Comment dire? Déçu? Non, c'est pas le mot déçu. Si, qui m'a déçu. Qui m'a déçu et je me suis sentie très seule en revenant de ce voyage. Je me suis sentie... ouais, j'allais pas bien. J'allais pas bien. Et puis ça a été un peu la cerise sur le gâteau, l'arrêt de l'école, où je me suis dit, putain, et ça va paraître horrible, mais c'est exactement ce que je me suis dit. Je vais être toute seule à la maison avec le petit. Il faut savoir qu'on a un fils de 8 mois. Que j'aime de tout mon cœur, c'est pas la question, mais moi, les bébés, c'est pas mon truc. Les bébés, c'est pas mon truc. Moi, j'attends impatiemment qu'il soit un petit garçon et plus un bébé. Et là, on va avoir les meilleurs moments de notre vie. Et là, je vais prendre peut-être un arrêt professionnel pour passer tout mon temps avec lui à ce moment-là. Mais les bébés, c'est pas mon truc. Ça m'épuise. C'est très, 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 très difficile pour moi. Et là, je me rends compte que je vais devoir passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, on ne sait pas, à la maison, enfermée avec mon petit garçon. Ça a été très, 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 très difficile à accepter. J'ai vraiment beaucoup paniqué. La première semaine a été un enfer. Je regardais les minutes passer en me disant que j'allais pas y arriver, que voilà, que c'était trop difficile, que j'étais trop fatiguée. Voilà. Puis il y a eu une sorte de rebond, de regain d'énergie, parce que j'ai découvert sur YouTube, plateforme sur laquelle je passe beaucoup trop de temps si vous voulez mon avis, j'ai découvert des vidéos de nanas qui nettoient leur maison de fond en comble, en accéléré, en time-lapse, et qui expliquent, qui donnent des petits conseils sur comment nettoyer tel type de truc, ce qu'elles utilisent, etc. Enfin, c'est un truc de... Et ça sert en fait aux gens à les motiver pour nettoyer chez eux. Donc tu regardes ça et ça te donne un peu de motivation pour te dire « Allez, je vais le faire aussi chez moi ». C'est de la pornographie de ménage, C'est de la pornographie de ménage, exactement. Et ça a totalement fonctionné sur moi. J'ai adoré. J'en ai regardé beaucoup. Et j'ai rangé ma maison. Et la deuxième semaine, ça a été ça. Ça a été le regain d'énergie. On repense les choses, on range la maison, on réinstalle ce qui n'a pas été installé depuis longtemps. On vide les derniers cartons du déménagement d'il y a 3 ans. Enfin voilà, ça a été des projets qui ont été vraiment remis en route. Enfin voilà, ça a été bien. Et je me suis dit, bon, la deuxième semaine, ça va être la même chose, machin. Et la deuxième semaine, ça a été plus difficile. La troisième, donc? La troisième semaine, pardon. La troisième semaine, ça a été plus difficile. J'avais moins d'énergie. J'avais plus l'énergie du boost que j'avais eu la semaine d'avant. Donc, j'ai réessayé de regarder des vidéos, mais ça n'a rien donné de très performant. Et l'enfermement est devenu de plus en plus difficile. Le fait d'être constamment enfermé à la maison, parce qu'il faut savoir que nous, on n'a qu'une seule voiture, on habite dans le bois. Toi, tu pars le matin avec la voiture pour aller travailler dans ton bureau. Il travaille dans un bureau qui est totalement isolé, il est le seul sur son étage, donc il n'y a pas de problème. Et il part le matin, il revient le soir. Et donc, je suis enfermée, littéralement, chez moi, avec mon fils. Et aucun moyen d'en sortir. Ça rendrait fou pas mal de gens. Et là-dessus, on a de la chance, tu peux aller te promener dans le bois autour. Et là-dessus, j'ai de la chance, je peux aller me promener dans le bois autour. T'es pas dans un appart de 20 mètres carrés. Et on a un enfant qui est facile, qui ne pleure pas, il est en bonne santé, il n'y a pas de problème, il dort bien, enfin voilà, il mange bien. Et franchement, j'ai la vie facile, je le sais, et malgré tout, c'est d'une difficulté. Ça m'épuise. Au bout de cette 3e semaine, je suis sincèrement épuisée d'avoir passé 3 semaines à la maison avec lui. Et en plus, je culpabilise. Je me sens absolument coupable parce que j'ai la chance de pouvoir passer du temps de qualité avec mon fils, d'avoir rien d'autre à me préoccuper. Enfin voilà, c'est la vie de rêve dans une maison que j'adore, sur un terrain que j'adore, avec mes 2 chiens. Mon mari qui est merveilleux, qui part le matin mais qui s'occupe du petit avant d'aller au boulot le matin, comme ça je peux dormir plus longtemps. Enfin... Et donc je me sens épuisée, je me sens triste, je me sens coupable, je me sens en colère contre moi-même parce que je sais qu'il ne faut pas que je me sente coupable et que je me sens quand même coupable. Et tout ça me fatigue énormément.
tout ça associé à d'autres choses dans ma vie, au niveau familial, etc., qui m'ont apporté d'autres sources de stress un peu aussi. Et en fait, j'en peux plus. J'en peux plus. Et donc, la 4e semaine, je m'écroule. La 4e semaine, ça marche plus. La 3e semaine, déjà, je m'écroule et je fais une crise. Je sais pas si tu t'en souviens. Non. Par terre, hurlement, t'as dû me maintenir physiquement. Moi, je m'en souviens. Je fais une crise, à un moment donné, je me mets à hurler sur le petit. Mais hurler sur le petit. Pas sur le petit. C'était sur toi? Non, c'était sur personne. C'était sur personne? C'est juste que t'as tellement peur de... Non, à un moment donné, j'ai crié sur le petit. Et ça m'a fait peur. Parce que, bon, il a super bien réagi, il a trouvé ça très rigolo, mais ça m'a fait peur, parce que je me suis dit, putain, je suis en train de crier sur mon fils. Et je suis partie, et là, je me suis mise à hurler sur rien. Pour être vrai, je suis absolument pas fière de ça, mais ce qui s'est passé, c'est ça. Et là, je me mets à hurler, parce que j'avais juste besoin, j'avais tellement de douleur, tellement de souffrance en moi, il fallait que ça sorte, il fallait que je me purge, parce que j'en pouvais plus de cette douleur permanente. Et je me suis mise juste à hurler, et Dan m'a couché par terre, et il s'est mis sur moi, il m'a maintenu physiquement, pour pas que je me fasse de mal en me cognant quelque part, parce que j'étais une furie, quoi, vraiment. Ça a fait du bien de laisser sortir de la pression, mais ça n'a jamais été une solution à long terme. Enfin, oui, ça fait du bien sur le moment quand tu vois Pascal, le grand frère, qui envoie quelqu'un dans le bois crier. Oui, alors c'est mignon, ça fait du bien sur le moment, mais en fait, c'est pas ça. C'est le travail qui vient derrière. C'est le travail qui est rendu possible par ça qui est intéressant et qu'il faut faire. Si tu fais pas le travail derrière, ça sert à rien. Comme réduire l'enflure pour pouvoir soigner une plaie, tu vois. C'est ça, mais si tu réduis l'enflure et que tu soignes pas la plaie, ça valait pas la peine de réduire l'enflure. Et donc à partir de là, j'ai essayé, avec ma psy, je lui ai parlé, puis j'ai essayé de retravailler, j'ai essayé de me détendre, j'ai commencé à faire du yoga. Ça m'a beaucoup aidé au début. Mais je me suis rendu compte que malgré le yoga et malgré tout, qu'en fait tout ça n'était que des façons d'anesthésier un peu ce que je ressentais, parce que l'angoisse, elle était là. Et en fait, c'était de l'angoisse pure sur un sujet précis, dont j'ai pas envie de parler ici parce que c'est très personnel, mais voilà, sur un sujet précis, et que tant que je règle pas ce sujet précis, j'arrive pas à respirer correctement, j'arrive pas à ressentir correctement, j'arrive pas à rien, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à manger correctement, je vais soit pas manger pendant 3 jours, soit m'empiffrer et bouffer 4 pizzas. Voilà, c'est n'importe quoi en ce moment, parce que à l'intérieur de moi, c'est n'importe quoi. Donc voilà, là je suis dans cette phase-là pour l'instant. J'aime bien les émissions où il n'y a pas nécessairement de conclusion, parce que dans la vie, c'est ça. Dans la vie, il n'y a pas nécessairement toujours de conclusion, c'est un travail qui est en progression, puis si c'est là que t'es, c'est là que ça s'arrête, le podcast pour l'instant. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un? Parce que le but de faire ce podcast-là, tu t'as répété, c'était pour essayer d'aider. Qu'est-ce que tu aimerais dire qui... serait utile? Je voudrais juste répéter les symptômes principaux, qui sont des phases de dépression chroniques, donc qui reviennent régulièrement. Alors moi, ma première phase de dépression, elle a duré de mes 12 à mes 18-19 ans à peu près. La première phase, celle qui a tout déclenché, elle a été très longue. Donc quand on parle de phase de dépression, c'est pas forcément 2 semaines. Ouais. Voilà, donc des phases de dépression, plus ou moins longues en fonction des personnes. Des phases où les personnes sont anormalement euphoriques, sont anormalement de bonne humeur, ou que leurs réactions de joie sont disproportionnées par rapport à la réalité. Des gens qui sont extrêmement, extrêmement sensibles à tout. Je peux pas regarder un film sans verser une larme. C'est rare. Je t'ai déjà vu pleurer parce que la personne dans le film mangeait quelque chose que tu trouvais qui avait l'air bon et on n'avait pas les ingrédients pour le faire à la maison. Voilà,
ce genre de truc. Mais j'étais enceinte oui, en plus. Non, là j'étais enceinte. Là tu triches. Mais enceinte, Oui, parce qu'une bipolaire enceinte, c'est quelque chose aussi. Oui, T'es une bipolaire TDA. Imagine une bipolaire enceinte qui en plus a ses règles, ça doit être dingue, quoi. Mais. Ok. Bon. Je pense qu'on va juste pas tenir compte de la dernière phrase. Ah, comédie. Donc c'est ça. C'est donc la liste des symptômes. Il y en a d'autres auxquels je pense pas forcément là maintenant, mais ceux-là, ça en fait partie. Si vous avez dans votre entourage des gens où vous suspectez une bipolarité ou un autre trouble, ça peut être d'autres choses, parlez-lui. Ouais, moi j'ajouterais soyez dans son équipe parce que soyez dans son équipe. Parce que ces gens vont être sur la défensive, c'est sûr. Parce que probablement, moi vous savez, avant d'être diagnostiquée bipolaire, je pensais juste que j'étais une mauvaise personne. Je pensais juste que j'étais une fucking connasse, incapable de se gérer, et que j'étais une égoïste, et que j'étais une connasse, que j'étais méchante, et que j'étais... Voilà. Parce que j'agissais comme ça. J'agissais comme ça parce que j'ai été méchante avec les gens, j'ai détruit des gens, juste parce que je me sentais mal, juste par douleur, juste par je sais même pas exactement expliquer, mais j'avais un comportement de connasse fini. Et en fait, je savais pas que c'était une maladie. Je pensais juste que j'étais une mauvaise personne. Donc, si vous avez toutes sortes de symptômes qui ressemblent à ce dont j'ai parlé aujourd'hui, et que vous avez l'impression d'être une mauvaise personne parce que vous faites souvent du mal aux gens autour de vous, c'est pas une fatalité. Bah peut-être que c'est pas que vous êtes une mauvaise personne, en fait. Peut-être que vous avez un trouble, et ce trouble-là, vous ne le réglerez pas tout seul. Je vous le dis, tel quel, vous ne le réglerez pas tout seul. Vous aurez l'impression que vous pourriez y arriver. Vous vous direz que vous pouvez y arriver. Ça va un peu mieux. Oui, mais maintenant ça va mieux. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Mais il y aura toujours des phases où ça va mieux. Mais je vous le dis, si vous voulez, non pas vous débarrasser de ça, parce que ça, c'est pas possible, mais si vous voulez faire un vrai travail de fond là-dessus, et que vous voulez devenir une personne dont vous allez être fier, faites-vous aider. Et ne vous arrêtez pas au premier psy. Statistiquement, ça va pas être le bon. Et ne vous forcez pas. Si vous ne l'aimez pas, peu importe la raison, ne vous forcez pas. Si vous avez juste un mauvais feeling, faut pas y aller. Ton psy, ça doit être comme ton mec. Un bon feeling. Si tu dois avoir ce sentiment d'être en confiance. Tu dois avoir ce sentiment que cette personne est là pour t'aider, et que tu peux lui faire confiance, et que tu te sens bien avec cette personne, et que tu te sens suffisamment à l'aise pour pouvoir lui dire des choses que tu dirais pas forcément aux autres. Si tu te sens suffisamment à l'aise pour dire à ton psy des choses que tu ne dirais à personne d'autre, c'est que tu as trouvé le bon. Tant que tu n'as pas ça, tu l'as pas encore trouvé. Continue de chercher. Et tu vas peut-être en avoir 1, 2, 3, 4. Peut-être que ça sera le 60e, mais c'est important de le trouver, parce qu'une fois que tu l'as trouvé à vie. C'est bon, garde-le. Change plus. Voilà. Le chien vient de se secouer. Moi, j'ai changé de pays, puis j'ai gardé la même psy. J'ai changé de continent, puis j'ai gardé la même psy. Si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose chez vous, ou si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose chez quelqu'un d'autre, parlez-vous et soyez dans votre équipe. Soyez dans votre propre équipe. Vous ne pouvez pas vous battre contre la maladie et contre vous-même en même temps, vous allez perdre. Voilà. Eh ben merci. Avec plaisir. C'est la fin du podcast. Vous pouvez suivre sur Spotify si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, envoyez-lui. Patreon aussi, si vous préférez suivre là-dessus. Je crois qu'on est sur Google Podcast aussi. Eh ben... Et sur Spotify. Oui, je l'ai dit. Ah pardon, excusez-moi. Mais même de ce qui me regarde pas du tout. Oui, j'aime bien. Sur Patreon aussi. Oui, tout à fait. Je l'avais dit aussi. Ah ok, super. Et sur Spotify. Et c'est quand ce week-end gratuit? C'est sur Spotify.